bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence nombreuse et régulière. Nous démarrons avec un tout petit peu de retard et on s'en excuse par avance. Nous avons un petit problème technique que nous n'avons pas réussi à résoudre. On vous l'expliquera en cours de webinaire en espérant trouver une solution, mais sinon, c'est pas un gros souci. Vous comprendrez très bientôt pourquoi. Je remercie le CEREMA pour la présentation de ce troisième numéro de notre cycle de webinaire qui va s'étendre dans le temps et qui aura lieu normalement tous les mardis à la même heure. Voilà pour vous fidéliser, créer ce rendez-vous. On a pris un peu de retard, donc je ne tarde pas plus et je laisse Élodie Rousseux du CEREMA se présenter et lancer sa présentation. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Élodie Rousseux, donc je suis chargée d'études sur bâtiment et gestion de patrimoine immobilier au sein du CEREMA Normandie Centre. Voilà, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle concerne le bâti ancien et la rénovation du bâti ancien, donc essayer de discerner les bonnes et les mauvaises pratiques par rapport au bâti ancien. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, je vous entends plus. Alors oui, Oui, moi je c'est la bon. vois en tout Ok, cas, très je bien. pense que c'est le Ça cas pour marche. tout le monde. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Ouais. Alors, j'ai des Euh, réponses dans le module de chat, excusez-moi, et j'ai oublié de oui, préciser, très bien. évidemment, on a un temps de réponse aux éventuelles questions qui pourront être posées dans ce module de conversation. Voilà, merci, excusez-moi encore. Merci. Pour vous introduire un petit peu quelques définitions de ce qu'on entend par bâti ancien. Donc, le bâti ancien, c'est tout édifice qui a été construit avant 1948. Donc, en fait, depuis la nuit des temps jusqu'à 1948. Euh, Vous comprendrez donc qu'il y a un ensemble de bâtiments qui peuvent être très différents, mais on essaye de les regrouper sous forme de bâtis anciens dans le sens où ils ont été construits avec des matériaux traditionnels, locaux et du coup des savoir-faire aussi traditionnels. Ce qui impose différentes visions de bâti ancien, c'est-à-dire que le bâti ancien qu'on va trouver en centre Val-de-Loire va pas être le même que celui qu'on va trouver en Normandie, va pas être le même que celui qu'on va trouver par exemple en Alsace. Néanmoins, on les regroupe parce qu'ils ont des caractéristiques techniques et aussi hygrothermiques qui sont assez semblables et qui vont nous permettre du coup d'en faire une catégorie particulière. Je vous ai mis un petit diagramme en fait donc de ce qu'on appelle bâti ancien donc jusqu'à 1948 donc qui est en fait le moment où on a commencé à reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale et du coup on a commencé à avoir des procédés de construction qui sont un peu plus industrialisés. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette date de 1948. On entend bien qu'elle est un petit peu poreuse, hein. C'est pas pile en 1948 qu'on a décidé de changer de mode de construction. Mais voilà, on va quand même garder cette date comme point de repère. Les bâtiments anciens sont construits avec des caractéristiques particulières, notamment parce que ce sont des bâtiments qui sont très liés à leur environnement. En fait, on a construit ces bâtiments en fonction des différents aléas du climat, donc l'eau, l'air, éventuellement les apports solaires aussi. Ces bâtiments sont finalement un équilibre qui a été trouvé. On dit que le bâtiment respire, donc c'est un équilibre qui a été trouvé entre la quantité d'eau qui traverse les parois, la quantité d'air qui va rentrer et sortir du bâtiment, et aussi donc les apports de chaleur qui vont être générés par le climat qui va venir réchauffer le bâtiment. Donc vous allez avoir des orientations de façade et de toiture avec des pentes de toiture, des matériaux spécifiques qui sont mis en œuvre en fonction du climat local qui ont été soigneusement réfléchis en fonction de l'implantation du bâtiment. D'un point de vue qualité thermique et hygrothermique, donc ce sont des bâtiments qui ont été constitués avec des matériaux naturels, peu travaillés, peu transformés,
est souvent trouvé dans un périmètre très proche. C'est-à-dire que on n'allait pas chercher des matériaux à des centaines de kilomètres pour les acheminer et construire. On faisait généralement avec les matériaux qu'on pouvait trouver aux alentours. Et donc c'est pour ça que vous allez trouver d'une part des bâtiments en pierre, vous pouvez trouver aussi des colombages, vous pouvez trouver voilà, tout type de bâtiments avec des matériaux qui sont vraiment trouvés dans un périmètre très proche. Les seuls appels à l'industrie résidaient dans le fait de cuire la terre, dans le fait de réaliser du verre, du fer, pour venir compléter en fait les bâtiments par donc des fenêtres, des choses comme ça. Euh, S'il est bien traité, qu'il est dans son environnement originel et dans son état originel, normalement, le bâtiment ancien a des caractéristiques, des performances thermiques qui sont euh, finalement pas si mauvaises. Voilà, ils ont leur avantage aussi et qui sont finalement un peu moins mauvaises que ce qu'on a commencé à construire au niveau du bâti moderne, je vais dire entre 1948 et le premier choc pétrolier qui nous a conduit à réaliser les premières réglementations thermiques. Ouais. C'est aussi un bâtiment qui est réalisé avec des matériaux durables et réemployables. Et en fait, finalement, ça fait écho à ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, donc de travailler un peu plus avec des matériaux durables, voire du réemploi. Donc, au sommaire de ma présentation, on aura une première partie sur le fonctionnement spécifique de ce bâti ancien, avec une deuxième partie sur le partage des bonnes pratiques. Donc, il y avait quelques illustrations, donc vous l'avez compris, on a un petit problème avec les vidéos, on va essayer, mais ça risque de pas fonctionner. Euh, je voulais faire aussi une partie sur les fausses bonnes idées, qui permet aussi de voir ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce ne sera pas une liste exhaustive de tout ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, on essaye quand même de montrer les principales choses. Et enfin, des ressources voilà, qui peuvent vous permettre, si ça vous intéresse, d'aller un peu plus loin dans ce sujet du bâti ancien. Alors, donc ma première partie sur le fonctionnement spécifique du bâti ancien. Donc, je vous ai mis au milieu de la diapo une illustration qui vous permet de faire la différence entre les modes de construction du bâti ancien et du bâti récent. Donc, si on regarde un petit peu le bâti récent, donc l'idée c'est au maximum d'avoir des parois qui soient imperméables et de rejeter toutes les choses un petit peu néfastes du climat, donc le froid, le vent, la pluie, pour éviter que ça rentre dans le bâtiment. Donc, on va être le plus possible imperméable, étanche. On va avoir donc des baies qui sont étanches à l'air au maximum. Et ah, on me dit que le diaporama défile un peu en retard, je suis désolée. Et donc, on va avoir une ventilation aussi artificielle dans le bâti récent. A contrario, dans le bâti ancien, on va avoir un système donc, qui est perméable à l'humidité. Donc l'eau va circuler à l'intérieur des parois du bâtiment sous forme un petit peu liquide, mais surtout sous forme de vapeur d'eau. Et en fait, on va avoir un système de ventilation là qui va se faire par ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une infiltration de l'air par tous les défauts d'étanchéité, puisqu'on a pas mal de défauts d'étanchéité dans le bâti ancien et qui va s'évacuer par tirage naturel du fait de la présence de conduits de cheminée, de grands conduits de cheminée qui vont venir tirer. Donc, si je m'attarde un petit peu sur le fonctionnement des murs, donc sur le comportement des murs anciens, donc c'est un équilibre hygrothermique qui est constitué, donc le mur est constitué de matériaux traditionnels qui sont édifiés sur donc un sol qui va tendance à engendrer donc, des remontées capillaires. Et donc l'idée, c'est que la vapeur d'eau va pouvoir circuler à l'intérieur de ces murs et du coup sortir des murs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, de préférence à l'extérieur. Et en fait, c'est une caractéristique qui est important de comprendre dans le bâti ancien. Et donc, si on cherche à isoler le bâti ancien, il est vraiment important d'isoler avec des matériaux qui soient perméables à la vapeur d'eau, c'est-à-dire non étanches à la vapeur d'eau,
et donc qui vont permettre de conserver cette circulation d'eau à l'intérieur des murs. Si donc vous étanchéifiez en fait une paroi d'un mur ancien, vous allez créer des désordres, donc créer des problèmes d'humidité. Et là, vous allez voir apparaître des moisissures, du salpêtre, voilà, tout un ensemble de pathologies qui sont du coup typiques du fait d'un mur qui ne respire pas assez. Euh, les atouts et les faiblesses du coup de ce bâti ancien résident donc pour les atouts donc dans les murs qui sont capables déjà d'emmagasiner de l'eau et de le restituer plus tard. Donc ça participe déjà à la régulation des conditions de température et d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Mais aussi, ça va permettre notamment d'avoir un bon confort en été, du fait que les murs sont un peu plus humides et du coup viennent un petit peu ralentir la montée en température du bâtiment. Euh, les murs ont généralement aussi une forte inertie, donc c'est vraiment le gros point fort de ce bâti ancien, c'est qu'on va avoir des murs généralement épais avec une forte inertie qui permet d'emmagasiner de la chaleur en hiver. C'est-à-dire que quand je vais venir chauffer mon mur, il va conserver cette chaleur assez longtemps, en tout cas beaucoup plus qu'un bâtiment, si je peux faire la comparaison, qu'un bâtiment construit dans les années 70. On a une faible épaisseur de mur béton et où du coup on va avoir des variations de température très rapides quand on va arrêter de chauffer le bâtiment. Euh, Ces bâtiments ont aussi un déphasage important, donc c'est-à-dire que en été, quand on va commencer à avoir une température extérieure qui est plus importante que la température qu'on souhaite à l'intérieur du bâtiment, euh, euh, les murs extérieurs vont emmagasiner la chaleur avant de la relarguer, donc avec un déphasage important, donc beaucoup plus tard, à l'intérieur du bâtiment. Ça permet de lisser un peu les petites vagues de chaleur, ou dans le cas d'une grande vague de chaleur, ça permet de conserver quand même de la fraîcheur un petit peu plus longtemps enfin, pendant l'été. Euh, pour maintenant les faiblesses, donc on va avoir tendance à ressentir quand même une sensation de froid en hiver qui est due aux infiltrations d'air qui vont voilà, vous avez un air en hiver qui est par exemple à 0 degré. Si vous avez des infiltrations d'air d'un air à 0 degré, bah forcément vous allez ressentir une sensation de froid due à la mauvaise étanchéité du bâtiment. Vous allez aussi avoir une sensation de froid, donc qui va venir dégrader votre confort thermique en hiver, du fait que la paroi est aussi plus froide que la température à laquelle vous allez chauffer votre bâtiment. Ce que j'entends par là, c'est que votre confort ressenti, votre confort thermique ressenti, va être une moyenne entre la température à laquelle vous chauffez votre bâtiment, admettons 20 degrés, voilà, et la température de votre mur. Si votre mur est à 16 degrés, vous le chauffez à 20 degrés, la température que vous allez ressentir, elle sera à 18 degrés, même si officiellement il fait 20 degrés dans votre bâtiment. Donc ça va venir un petit peu vous impliquer un confort d'hiver, pardon, qui est euh, un peu moins important. Et ensuite, ben, les fondations non étanches, elles, si elles sont couplées, alors soit à une mauvaise ventilation de la cave, si vous avez une cave, soit au fait d'avoir imperméabilisé le sol extérieur, pardon, euh, ça va engendrer plus de remontées capillaires. En fait, initialement, votre mur, il est édifié sur un sol qui était donc euh, à l'époque pas imperméabilisé. Et donc, sous votre bâtiment, vous allez avoir une circulation d'humidité qui va remonter dans les murs et donc qui normalement allait aussi se diffuser dans les sols extérieurs. Si le sol extérieur est imperméabilisé, ça engendre plus de remontées capillaires dans vos murs et donc plus d'humidité dans les murs. Et là, ça peut créer du coup des désordres aussi à l'intérieur de votre bâtiment. J'ai vu que dans le chat, on avait proposé donc le lien de la vidéo YouTube. Alors bon, malheureusement, on va pas pouvoir la diffuser parce que de toute évidence, il y a un fort retard de mon PowerPoint. Mais du coup, on passera à la diapo suivante et je vous inviterai donc à regarder les vidéos un petit peu plus tard.
Donc je passe donc toujours sur le fonctionnement spécifique du bâti ancien, mais plutôt sur les autres choses, notamment la conception bioclimatique, puisque ce sont des bâtiments, donc on l'a dit, qui ont été édifiés en fonction de leur environnement, du climat très local, donc en fonction des intempéries. Donc on va avoir des façades exposées aux intempéries qui sont dotées de petites ouvertures, voire pas d'ouverture du tout. Parce que du coup, ces façades vont être exposées au vent dominant et aux pluies. Alors que les façades qui du coup seront plutôt exposées aux apports solaires, donc au soleil, elles vont avoir plus d'ouverture. On est quand même en bâti ancien, pas sur des grandes ouvertures, mais on aura des ouvertures plus nombreuses néanmoins, pour bénéficier des apports bénéfiques de l'environnement. Euh, Vous allez trouver aussi une organisation spatiale à l'intérieur de ces bâtiments qui est très caractéristique. C'est-à-dire que vous allez avoir à l'époque donc une pièce de vie qui était chauffée. Donc généralement c'était la salle commune, voilà la grande pièce de vie qui était chauffée avec la cheminée. Et attenant à cette pièce, vous allez trouver directement les chambres. L'idée, c'était de chauffer une seule pièce et donc de profiter de cette chaleur pour chauffer aussi les pièces juste à côté, puisqu'elles sont du coup enfin, très proches. Euh, Vous allez trouver des fois, voilà, en tout cas sur mon schéma, il y avait une étable, ça se trouve souvent sur le bâti ancien, et du coup l'étable générait aussi un petit peu de chaleur. Euh, et au-delà de ça, vous allez trouver des espaces qu'on appelle du coup espaces tampons, souvent sur les extérieurs du bâtiment et qui vont en fait avoir un rôle crucial pour protéger des vents dominants. Donc on mettait ces espaces tampons non chauffés, donc la remise, le cellier, ça peut être voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, on mettra plutôt une entrée par exemple. euh, qui vont en fait venir faire tampon entre donc le climat extérieur qui peut être très froid et les pièces qui étaient chauffées. Il y a aussi une question à se poser sur l'usage. En fait, l'usage du bâtiment tel qu'il était à l'époque va être différent, voire même très éloigné de l'usage qu'on va en avoir aujourd'hui. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, on va avoir un bâti ancien qui était à l'époque un corps de ferme, avec des bâtiments qui étaient peut-être très différents. On va peut-être aujourd'hui faire une réhabilitation pour construire un logement dans un bâtiment qui était initialement peut-être une étable. Voilà, ben, en fait, on va venir transformer complètement les usages de ce bâtiment et donc en perturber aussi un petit peu l'équilibre. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, on n'avait pas forcément de pièces d'eau à l'intérieur des bâtiments, on allait aux toilettes généralement à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est difficilement concevable de ne pas avoir de salle de bain, de toilettes, de cuisine à l'intérieur du bâtiment. Néanmoins, ce sont des pièces qui sont fortes émettrices en vapeur d'eau. On va venir voilà, utiliser de l'eau, émettre voilà, énormément de vapeur d'eau. Et donc, ça va venir dérégler le comportement du bâtiment. On va aussi utiliser des systèmes de chauffage qui sont assez différents de ce qui était à l'époque. Donc à l'époque, je vous rappelle, hein, c'était une pièce commune qui était chauffée et qui rayonnait après sur les autres pièces. Aujourd'hui, on va plutôt préférer avoir un petit radiateur dans chaque pièce ou en tout cas pouvoir chauffer chaque pièce. Donc on va avoir des systèmes de chauffage qui fonctionnent très différemment de ce qui était prévu à l'époque. À l'époque, on avait aussi des comportements qui étaient beaucoup plus sobres en termes de dépenses énergétiques, c'est-à-dire qu'une fois que le feu était éteint, on s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, on veut aussi chauffer la nuit, voilà, avoir un confort thermique de chaque minute. Euh, on a aussi la question de la végétation extérieure. Donc, c'est-à-dire que même si on n'est pas vraiment sur la construction, sur le bâtiment, la végétation extérieure va avoir un rôle aussi important dans cet équilibre et dans la performance énergétique de notre bâtiment. À l'époque, du coup, et vous en trouverez peut-être encore, on a des jardins autour du bâtiment, voire des cours intérieures aussi qui viennent amener de la fraîcheur. Et on va avoir des arbres ou des haies
qui vont participer en fait déjà à la protection contre les intempéries, contre le froid, contre éventuellement le vent, éventuellement, enfin pas le froid, plutôt le vent et les pluies, et qui vont du coup couper un peu le bâtiment de ces intempéries. Et en été, les grands arbres vont permettre d'ombrager un petit peu, en tout cas de stopper un peu les apports solaires, et donc vont permettre de conserver un petit peu de fraîcheur dans le bâtiment. Donc j'en ai fini sur la partie de fonctionnement du bâti ancien. Et donc là, ce que je voulais faire, c'est vous partager donc dans cette deuxième partie les bonnes pratiques liées à la réhabilitation du bâti ancien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bâtiment, notamment en termes de bâti ancien, chaque bâtiment est unique et donc nécessite absolument, c'est indispensable, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, nécessite un diagnostic complet avant toute intervention. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas n'importe comment en se disant, bon, bah là, je vois que le mur va pas bien, hop, je vais m'occuper de mon mur. Non, pas du tout. Euh, il y a une nécessité de réaliser un diagnostic complet et ce diagnostic doit comporter trois axes. Alors, ce n'est pas forcément une chronologie, hein, mais en tout cas, il faut que ces trois axes soient respectés. Donc, il y a l'axe patrimonial, donc c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment qui a une histoire, on est dans un bâtiment qui a déjà vécu, on est dans un bâtiment qui a été construit avec des caractéristiques esthétiques généralement remarquables. Ce pas forcément des bâtiments qui sont classés, qui sont monuments historiques, mais en fait, chaque bâtiment a quand même son histoire et ses propres qualités esthétiques. Donc, il va falloir faire un listing en fait de tout ce qui participe à la qualité esthétique du bâtiment. Donc, ça peut être les matériaux, ça peut être la proportion entre les vitrages et les murs pleins, ça peut être toutes les petits éléments esthétiques qui viennent embellir le bâtiment. Ça peut être la pente de toit. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite, il y a aussi la question de l'historique du bâtiment, c'est-à-dire que votre bâtiment, il a déjà vécu, et donc peut-être qu'il y a déjà des modifications qui ont été effectuées auparavant, quand vous n'étiez pas propriétaire de ce bâtiment. Donc c'est important de lister toutes ces modifications et de savoir si ces modifications ont permis de conserver le bâtiment tel qu'il était ou sont venues dégrader soit le bâtiment, soit ses qualités esthétiques. Et du coup, de réfléchir à est-ce qu'on va conserver ou non ces modifications qui ont déjà été effectuées. Et ensuite, comprendre les usages antérieurs. Donc, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. Les usages précédents ne sont pas forcément les usages qu'on va en avoir aujourd'hui ou demain. La deuxième chose, c'est le diagnostic technique. Donc, c'est-à-dire comprendre déjà le fonctionnement hygrothermique du bâtiment. Hein, je l'ai dit, c'est un équilibre particulier. Il faut savoir comment circule l'eau, circule l'air à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est important d'avoir une vision globale de tout ça. Pas juste s'arrêter à un mur, mais vraiment avoir une vision globale voilà, de l'ensemble de ces circulations de flux à l'intérieur du bâtiment. Il va y avoir aussi un intérêt de faire un diagnostic structurel, puisque ben, si c'est un bâtiment qui a plusieurs siècles, forcément, il y a peut-être des reprises à faire au niveau de la structure. Par exemple, sur un bâtiment en colombage, il y a peut-être des moments où il va falloir reprendre ce colombage parce que ben, le bois, même s'il a une durée de vie très longue, parfois il est peut-être usé ou il y a peut-être des problèmes sur ces bois. La troisième chose, donc, c'est le diagnostic énergétique. Donc, comprendre un petit peu la performance du bâti, de l'enveloppe de mon bâtiment et la performance des systèmes. Là encore, est-ce que c'est des systèmes qui sont plutôt vétustes ou pas? Et quel type d'énergie est utilisé à l'intérieur de ce bâtiment? Une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, on comprend donc bien quel est l'état initial de notre bâtiment et on va pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées au bâtiment et aux usages qu'on a envie d'en avoir. Donc finalement, une réhabilitation réussie, c'est une réhabilitation qui va permettre de trouver un équilibre parfait entre trois choses ultra importantes. Donc déjà la préservation de l'identité patrimoniale de notre bâtiment. La deuxième chose, c'est l'intégration des usages actuels, voire futurs. Comment j'ai envie de vivre dans mon bâtiment. Et la troisième chose, c'est la performance énergétique et environnementale. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait un de ces trois points qui soit prépondérant par rapport aux deux autres. C'est vraiment un équilibre à trouver.
Il faut absolument aussi garder à l'esprit de ne surtout pas dégrader le fonctionnement du bâti. Si vous venez par exemple emprisonner vos murs avec un ciment, ça va venir dégrader votre bâti, pas forcément tout de suite, ça va peut-être mettre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, mais vous allez participer en fait à la dégradation de ce bâtiment. Donc, il faudra quand même se questionner sur donc, quels sont les enjeux de ma rénovation. Est-ce que je dois répondre par exemple à des obligations réglementaires? Je ne sais pas si c'est un bâtiment qui va devenir un bâtiment tertiaire, je ne sais pas, de bureau ou qui va accueillir du public. Est-ce que par exemple j'ai des obligations réglementaires sur l'accessibilité, sur une étiquette énergétique à respecter? Je vais aussi devoir anticiper les problématiques d'usage et d'entretien du bâtiment, parce que ce bâtiment va aussi avoir une vie après votre réhabilitation. Et enfin, réfléchir vraiment aux matériaux utilisés. Alors, on parle beaucoup de matériaux biosourcés, effectivement, hein, isoler avec des matériaux biosourcés, c'est indispensable parce que ce sont des matériaux déjà qui respectent l'environnement, mais aussi qui vont avoir de très bonnes qualités hygrothermiques, qui vont être perspirants à la vapeur d'eau, et c'est vraiment ça qu'on cherche. Mais ces matériaux vont aussi être choisis soigneusement pour leur esthétique et leur performance. C'est-à-dire est-ce que mon matériau va venir dégrader l'aspect esthétique de mon bâtiment ou pas? Et est-ce que mon matériau va venir apporter une performance énergétique en plus, en ayant en tête de bien avoir cette double efficacité sur le confort d'hiver et sur le confort d'été. Voilà. Donc tout ça en gardant à l'esprit de ne pas dégrader le bâtiment. La vidéo, vous l'avez donc dans le chat si elle vous intéresse et vous pourrez du coup la revisionner. Je vous ai mis le lien de la vidéo YouTube de la chaîne Rebat qui est vraiment très très bien faite et qui permet d'illustrer. Donc malheureusement, on ne pourra pas la voir aujourd'hui. Euh, je voulais faire aussi un petit zoom sur la question du DPE parce que c'est une question qui est souvent soulevée. Le DPE bâti ancien. Donc, alors, qu'est-ce qui a changé en termes de DPE et qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui? C'est que donc, en 2021, on est arrivé sur un nouveau DPE. Ce qui se passe, c'est qu'avant 2021, les bâtiments anciens, donc construits avant 1948, réalisaient leur DPE sur facture. Donc, ça veut dire qu'en fait, les personnes qui voulaient faire leur DPE fournissaient les factures d'énergie du bâtiment, donc admettons sur un logement. Et donc le diagnostiqueur venait en fait compter simplement les dépenses énergétiques qui étaient réalisées pour couvrir les besoins énergétiques du bâtiment. Le problème, c'est que ça veut dire que ces dépenses énergétiques étaient attribuées aussi au mode de vie des habitants. C'est-à-dire que pour un même bâtiment, si les habitants sont deux et chauffent à 18 degrés, je ne vais pas du tout avoir la même facture énergétique que si les habitants sont au nombre de 4 et chauffent à 20 degrés leur bâtiment. Voilà. Donc le problème, c'est que nous, on voulait caractériser dans le DPE les qualités intrinsèques du bâtiment. Donc on est parti sur, du coup, une méthode de calcul, donc la méthode de calcul qui s'appelle 3CL, qui était déjà utilisée pour les autres bâtiments, le bâti moderne, et qui, du coup, là, va être aussi imposée aux bâtis anciens. Le problème, c'est que ça engendre pas mal de soucis. Alors, je vous ai fait une petite liste de tout ce qui a été, enfin, de ce qui a été relevé, mais il y a encore beaucoup de choses. Euh, donc, en tout cas, les choses principales, c'est déjà donc qu'il y a une prise en compte un peu trop grosse maille de la question de l'inertie, qui est pourtant ultra importante en bâti ancien, peut-être un peu moins du coup sur le bâti moderne, qui est trop grosse maille. En fait, dans le moteur de calcul, vous avez soit faible inertie, soit moyenne, soit importante. Et donc, forcément, nous, on a une inertie importante, mais voilà, c'est un peu trop grosse maille pour vraiment définir le bâti grâce à cette case inertie. Euh, une autre chose, c'est la non prise en compte ou mal prise en compte des espaces tampons et de leur gestion. C'est-à-dire que sur un bâtiment ancien, vous n'allez pas forcément chauffer toutes vos pièces. Vous allez peut-être avoir des dépendances, des choses qui font que dans le moteur de calcul, on va compter toute cette surface qui n'est pas forcément chauffée au quotidien, qui du coup va venir, on va engendrer une étiquette énergétique plus mauvaise que ce qui est réellement le cas.
Vous allez avoir aussi la non prise en compte du bâti ancien très dense. Par exemple, dans les centres anciens, où vous allez avoir des toutes petites rues et du bâti ancien du coup très dense, ben, il y a quand même une certaine chaleur qui est conservée du fait de ces petites rues. Voilà, ça c'est aussi un peu mal pris en compte. Et aussi sur le climat et d'autres choses. Sur les préconisations aussi, vous allez avoir des préconisations qui sont parfois un peu, alors j'ai mis douteuses, mais ça dépend en fait du diagnostiqueur, mais souvent les logiciels DPE proposent des préconisations un peu toutes prêtes qui sont pas toujours, pas toujours applicables en l'état au bâti ancien. Donc ça va aussi dépendre un peu de est-ce que votre diagnostiqueur va bien prendre le temps de reprendre toutes ces préconisations. Le résultat, c'est qu'on risque d'avoir une étiquette énergétique qui est plus mauvaise que l'état réel de votre bâtiment. Et ben, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les bâtiments qui sont avec une étiquette F ou G sont donc classés en passoire énergétique, ne sont plus louables. Donc ça va engendrer d'autres problématiques aussi. J'en arrive du coup sur les fausses bonnes idées. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une liste non exhaustive de fausses bonnes idées. Néanmoins, je voulais en aborder quelques-unes avec vous parce que ça peut être intéressant. Donc, la première chose, alors j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est vouloir étanchéifier pardon, tout ou partie d'un mur. On peut avoir éventuellement la bonne idée de faire un soubassement en ciment qui va venir complètement dégrader les pathologies, dégrader le bâtiment et créer des pathologies, pardon. Euh, Parce que en fait, les remontées capillaires vont remonter beaucoup plus et puis vont être enfermées dans le sous-bassement du mur avant de pouvoir ressortir et ça va créer donc des désordres. Ou alors vous allez récupérer un bâtiment tout simplement que vous allez acheter ou ben voilà, peut-être le précédent propriétaire aura fait des travaux qui auront étanchéifié les parois du bâtiment et du coup vous allez devoir vous retrouver avec la nécessité de traiter cette problématique. Donc, euh, l'idée de se dire oh là là c'est étanche, oh là là c'est humide, pardon, je vais étanchéifier, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que même si vous n'allez plus voir le problème va quand même exister dans vos murs et va détériorer votre bâtiment jusqu'à potentiellement ce que les murs s'effritent à l'intérieur de votre enduit ciment. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Ce qu'il faut absolument faire, donc c'est ce qui est aussi expliqué dans la vidéo que je vous ai mise sur les pathologies liées à l'humidité dans un bâti ancien. Donc vous avez le lien aussi dans le chat. Euh, Ce qu'il faut absolument, c'est créer des conditions pour que l'humidité puisse du coup sortir de ce mur. Donc si vous avez un enduit, casser cet enduit, faire respirer votre mur, éventuellement mettre un enduit qui va venir comment dire, aspirer un petit peu cette humidité, qui va venir concentrer cette humidité pour ensuite le recasser et remettre un enduit définitif plus tard. Mais en tout cas, l'important, c'est de drainer en fait cette eau, cette humidité à l'intérieur des murs. La vidéo est très très bien expliquée, je vous laisserai regarder par vous-même. C'est assez intéressant. Une deuxième chose, c'est négliger la ventilation, ou en tout cas ne pas forcément y penser. Se dire, bah voilà, le bâtiment ancien, il a été construit avec une ventilation naturelle. Même si je fais une isolation, je vois pas pourquoi je transformerais ça, parce que ça a toujours bien fonctionné. Alors, non. Oui, ça a toujours bien fonctionné parce que le bâti ancien était dans son état originel, avec ses usages originels. Donc, comme je vous l'ai dit, on est venu ajouter des nouveaux usages qui créent plus d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Et le fait d'étanchéifier, donc, enfin de venir isoler le bâtiment, va venir l'étanchéifier à l'air et donc va venir réduire ses défauts d'étanchéité, donc va permettre à un peu moins d'air de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Généralement, enfin souvent, on va venir aussi transformer le système de chauffage. On va venir peut-être boucher le conduit de cheminée qui servait au tirage, donc à l'extraction de cet air. Et on va dire oui, bah, c'est pas grave, je vais ouvrir les fenêtres. Non, ouvrir les fenêtres, ça suffit pas forcément. Ça nécessite de le faire vraiment bien et c'est pas forcément le cas dans un bâtiment qui en plus potentiellement sera un bâtiment tertiaire où personne va prendre la responsabilité de le faire. Donc il est quand même important de réfléchir au fait d'installer un système de ventilation mécanique
qui va lui permettre de réguler l'humidité et d'assainir les pièces en ayant vraiment donc toujours un tirage suffisant et qui va vous permettre de conserver du coup une régulation de cette humidité à l'intérieur de votre bâtiment. D'autant plus que un air qui est humide va être plus difficile à chauffer qu'un air sec. Donc ça veut dire que si vous conservez un air humide en mettant pas de ventilation, vous allez devoir utiliser plus d'énergie, donc chauffer plus votre bâtiment pour arriver à la même température. Voilà. Donc ventiler participe aussi à réduire les consommations d'énergie. Une autre mauvaise idée, ce serait isoler avec des matériaux au déphasage rapide. Donc, je parlais tout à l'heure des matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés sont très bien pour ça, parce que si vous voulez isoler votre bâtiment avec des matériaux X ou Y qui vont avoir un déphasage où vous n'allez pas trop regarder, un déphasage potentiellement court, ce que vous allez faire, c'est qu'en hiver, vous allez avoir un bon confort d'hiver. Par contre, en été, l'intérêt d'avoir un déphasage de l'ordre de, alors j'ai mis 12 à 14 heures, ça peut être 10 éventuellement. Euh, L'intérêt, c'est que en fait, la chaleur emmagasinée pendant la journée, donc là où la température est la plus élevée, on va dire aux alentours de 15 heures, si elle est relarguée 12 heures plus tard, ça va être pendant la nuit, c'est-à-dire pendant un moment où vous allez pouvoir, où déjà il fait beaucoup moins chaud et où vous allez pouvoir ventiler avec l'air frais extérieur. Donc, si vous avez un déphasage court, vous allez malheureusement relarguer cette chaleur seulement quelques heures plus tard, admettons 3 4 heures plus tard, donc au moment où le bâtiment sera encore très chaud. Et vous allez avoir finalement du mal à faire évacuer ce trop-plein de chaleur. Voilà, donc c'est intéressant d'utiliser dans ce cas-là, vous avez parmi les matériaux biosourcés, je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent tout le temps, mais vous allez avoir des caractéristiques donc avec un déphasage qui est de l'ordre souvent de 12 heures, 14 heures pour certains, et qui est intéressante sur le confort d'été. Et ensuite, une mauvaise idée aussi, c'est de vouloir tout faire soi-même. J'ai mis, donc ça revient en fait finalement à négliger le savoir-faire et la mise en œuvre des professionnels du bâtiment qui vont garantir la performance énergétique et aussi le confort. C'est-à-dire que si un apprenti rénovateur vient se dire, bah voilà, moi je vais dérouler ma laine, je vais tout isoler tout bien. Ben, en fait, il va pas avoir le savoir-faire nécessaire pour traiter correctement, notamment les interfaces entre donc le mur et les fenêtres ou le mur et la toiture, et va du coup pas avoir la performance énergétique qui aurait été atteinte dans un cas où on aurait mis en œuvre ces matériaux correctement. Voilà. Et aussi le fait d'avoir des finitions soignées par un professionnel qui soit qualifié, ça permet de conserver une très bonne qualité énergétique et patrimoniale. Eux vont savoir comment refaire les choses bien. Voilà, et j'en viens du coup à mes ressources pour bien faire. Donc là, c'est si vous voulez aller plus loin sur le sujet du bâti ancien. Donc au CEREMA, on est membre fondateur avec d'autres membres, hein. Je vous ai mis l'ensemble des partenaires sur la diapo. Membre fondateur du CREBA, donc c'est le centre de ressources sur le bâti ancien qui est en fait un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver plein d'informations. Donc, qui s'adresse aux professionnels du bâtiment, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, artisans, tout ça, mais aussi éventuellement aux personnes lambda qui auraient envie de faire une rénovation d'un bâti ancien, et plus globalement aux acteurs des projets de réhabilitation. Et donc, c'est un centre de ressources qui s'appuie sur trois piliers fondamentaux. Donc, déjà, la performance énergétique et environnementale du bâti ancien. En deuxième chose, la préservation des valeurs architecturales et patrimoniales. Et en troisième, la prise en compte des spécificités techniques et physiques afin d'éviter les pathologies. Donc l'enjeu, c'est d'avoir une approche responsable du bâti. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de trouver l'équilibre entre performance énergétique, usage et patrimoine. Ben voilà, c'est exactement ce que va valoriser ce CREBA. Donc, vous allez trouver différents types de ressources. Donc, vous allez avoir des fiches bibliographiques, d'études, d'ouvrages, voilà, de pas mal d'informations voilà, qui sont publiées régulièrement.
Vous allez aussi trouver des retours d'expérience sur des opérations qui ont très bien fonctionné. Donc, vous en trouverez proche de chez vous. Je crois que en région centre, il y en a deux de mémoire, mais vous en avez partout en France. Et donc, vous allez trouver des exemples et vous allez, pardon, pouvoir éventuellement voir comment on met en œuvre aussi les matériaux et comment les travaux se font. Et enfin, vous allez trouver aussi des outils d'aide à la décision et des outils de formation qui vont vous permettre de monter en compétence sur le bâti ancien. Il y a aussi un colloque qui a lieu tous les 2 à 3 ans. Donc là, en 2025, il a eu lieu à Marseille, colloque sur réhabilité durable. Voilà, donc le prochain, on ne sait pas encore où il se déroulera, mais si ça vous intéresse d'y participer, voilà, ce sera avec grand plaisir. Euh, donc sur ce site Créba, vous allez trouver le MOOC Créba. À l'époque, il n'y avait que à certaines périodes. Maintenant, je crois qu'il est ouvert tout le temps. Donc vous avez plusieurs petites vidéos donc, de formation sur concevoir une réhabilitation énergétique qui est responsable du bâti ancien. Donc moi, je l'ai suivi, il est vraiment très intéressant. On parle vraiment de tout ce qui est important à savoir dans le bâti ancien. Et c'est vraiment très bien fait. Vous trouverez aussi le lien vers un outil qui est un outil donc, qui s'appelle la Guidance Wheel, donc, qui est une sorte de roue qui va vous permettre de vous guider dans les travaux en vous montrant en fait toutes les connexions qu'il y a entre les différents les différentes parties de votre bâtiment, on va dire. Donc entre les murs, les planchers, les fenêtres, les portes, les systèmes du coup de chauffage, d'éclairage, etc., etc. Et qui va vous montrer en fait du coup les problématiques techniques, patrimoniales et énergétiques qui sont liées au fait de réaliser des travaux sur une partie de ce bâtiment. Ouais, il y a aussi donc dans le chat le lien vers la petite vidéo donc YouTube qui explique en fait le fonctionnement de cette guidance wheel. Mais en gros, vous cliquez sur un des éléments et ça va vous montrer donc par les flèches tout ce qu'il faut avoir en tête, toutes les connexions qu'il y a en fait entre la partie, donc là c'est le plancher bas, et du coup toutes les autres parties de bâtiment qui vont avoir un lien avec l'intervention sur ce plancher bas. Je voulais vous partager aussi le fait qu'il y a une conférence internationale sur le bâti ancien qui se déroule, donc là c'est la 6e édition. Cette année, elle se déroule à Strasbourg, au Parlement européen. Elle se déroulait déjà dans plusieurs pays européens et puis en 2024, il y a eu aussi à Singapour. Et donc, au programme de cette conférence internationale, vous allez avoir donc l'impact du changement climatique sur le climat intérieur dans le bâti ancien, les matériaux biosourcés. Donc, il y a une faute à biosourcer, il manque un S. L'IA et les outils numériques aussi dans le bâti ancien, voilà, c'est pas forcément incompatible. La gouvernance et les politiques publiques, les études de cas inspirantes, la physique du bâtiment appliquée au bâtiment historique, voilà, on a des choses aussi assez techniques. Et les formations en ligne et les lignes directrices pour les professionnels. Et puis donc le rôle des sciences sociales aussi dans la rénovation, qui est un concept qu'on essaye de développer le plus possible, donc sur le comportement en fait des habitants au sein d'un bâtiment et comment ça va impacter du coup le bâtiment. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est le 13 et 14 octobre 2026 à Strasbourg. Voilà, et j'en arrive rapidement à ma conclusion pour laisser un petit temps aussi sur si vous avez des questions. Donc pour une réhabilitation réussie, j'essaie de vous faire une petite checklist, alors vraiment petite, hein. Pour une réhabilitation réussie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, la première chose, est vraiment le plus important, réaliser un diagnostic complet. Donc on se rappelle, hein, patrimonial, technique et énergétique. En deuxième lieu, donc, lister et prendre en compte les nouveaux usages qu'on va en avoir et leurs répercussions sur le bâtiment, sur la manière dont on va traiter le bâtiment. En troisième lieu, donc, réaliser des travaux qui garantissent un équilibre entre préservation du patrimoine, usage et performance énergétique. Ensuite, utiliser des matériaux biosourcés ou en tout cas perméables à la vapeur d'eau.
qui vont permettre de limiter de conserver cette vapeur d'eau qui est à l'intérieur des murs. Et ensuite, ventiler correctement, ça c'est indispensable pour limiter les problèmes d'humidité. Faire intervenir des artisans qualifiés qui utilisent des techniques spécifiques et qui vont garantir du coup les bonnes performances et aussi l'intégration patrimoniale. Et enfin, après, adopter un comportement sobre et respectueux du bâti, donc pour les personnes qui vont vivre dans son bâtiment ou qui vont être utilisateurs de ce bâtiment. Voilà, donc c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie. Et puis donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Élodie. Je n'ai pas vu jusqu'à présent deux. Ah si, peut-être une qui vient d'apparaître. Oui. Pouvez-vous revenir sur ce qu'implique en termes de solutions techniques la prise en compte de l'inertie de transmission et l'inertie d'absorption? Oh là là. Euh, Donc en fait, ce qui se passe avec l'inertie du bâtiment, c'est que donc alors ça, le bâtiment a un comportement qui est différent qu'on soit en hiver ou en été. Donc en hiver, ce qui se passe, c'est que donc il fait plus froid à l'extérieur du bâtiment qu'à l'intérieur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer l'intérieur du bâtiment et donc les murs vont venir absorber cette chaleur et la conserver. Donc, ce qu'on veut, c'est le plus longtemps possible. Donc, quand on a une grande inertie, même si on met un petit peu de temps à chauffer ces murs, ils vont nous permettre de conserver cette chaleur assez rapidement. À l'inverse, un bâtiment, par exemple, avec une très faible inertie, avec des murs très fins et avec du coup une inertie faible, euh, on va pouvoir le faire monter rapidement en chaleur, mais par contre, dès qu'on va arrêter de chauffer, comme il n'y a pas d'absorption de cette chaleur, en fait, on va se retrouver très rapidement avec un bâtiment qui va descendre en température parce que le bâtiment va pas conserver cette chaleur. À l'inverse, en été, l'inertie va permettre de limiter la montée en chaleur du bâtiment parce qu'en fait, elle va venir, enfin, les murs vont venir emmagasiner la chaleur extérieure pendant un long temps, une longue période, quelques jours, avant de la restituer, donc avant qu'elle n'arrive dans le bâtiment. Et du coup, ça va vous permettre de retarder cette forte chaleur de parfois quelques jours à l'intérieur de votre bâtiment. Alors, on nous dit les dégradations issues de l'humidité conservée dans les murs enrobés au ciment peuvent donc être à l'origine de fissuration du bâti au sol et dans les murs. Oui. Alors, fissuration. Alors, vous allez avoir la fissuration normalement de votre ciment. Donc, ça, c'est ce que vous allez voir. C'est vraiment l'effet que vous allez voir. C'est un peu le symptôme. Mais ce qui se passe, c'est que votre mur risque de s'effriter à l'intérieur et du coup de tomber. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme quand un médecin va venir voir un petit peu quels sont vos symptômes. Donc là, effectivement, les fissures, ça peut être un symptôme. Vous pouvez avoir d'autres symptômes qui peuvent être l'apparition de champignons, l'apparition, si vous voyez, du salpêtre ou en tout cas des traces un peu d'humidité. Ben, là, ça veut dire que votre mur respire pas bien et que du coup, voilà, il va falloir traiter, donc potentiellement enlever le ciment s'il y a un ciment, ou alors s'arranger pour que l'humidité circule mieux dans ce mur. Ça peut être aussi le fait que, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un transfert de l'humidité le plus possible vers l'extérieur pour pas avoir plus d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on va venir mettre parfois des freins à vapeur. Et le frein à vapeur va venir engendrer que, du coup, l'humidité va aller le plus possible vers l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est avoir des murs où si on a différentes couches dans votre mur, vous allez avoir un enduit, potentiellement donc un mur en pierre éventuellement, peut-être un enduit extérieur. Non. L'idée, c'est d'avoir des matériaux de moins en moins poreux à la vapeur d'eau pour que cette vapeur d'eau ait tendance, enfin, l'eau va là où le chemin est le plus facile, donc va avoir tendance à aller le plus possible vers l'extérieur. Dans le cas du pisé, peut-être, on a les cas les plus graves, on dirait, par rapport à cette imperméabilisation du mur avec enfin, des effondrements potentiels. Hein, Mhm. Élodie, Mhm. on est d'accord, hein, le mur Ouais. se gorge en d'eau, il perd ses propriétés mécaniques et s'effondre. C'est une problématique qui est bien connue en Rhône-Alpes, puisqu'il y a, je crois, 2 millions d'édifices en pisé.
par édifice, on entend des murs, des murets, mais aussi des bâtiments entiers. Oui, c'est ça. Et alors forcément, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite, ça peut mettre des dizaines d'années. Et donc, ben, potentiellement, quelqu'un aura fait ces travaux-là avant, aura dégradé votre bâti, vous allez l'acheter et il sera potentiellement déjà dans un état de dégradation plus ou moins avancé. On a une nouvelle question, du coup, donc Oui, comment piloter la dichotomie entre l'isolation des parois donnant sur l'extérieur, entre donc une ITE, donc une isolation thermique par l'extérieur, qui va modifier les proportions et dégrader l'aspect patrimonial, c'est le risque, oui, et une ITI qui fait perdre l'inertie et induit des risques de condensation ou nécessite la mise en œuvre de systèmes complexes. Alors, oui. Et d'où l'intérêt en fait du diagnostic, parce que ben, déjà, chaque bâtiment est différent, chaque traitement va être différent. L'isolation par l'extérieur n'engendre pas forcément, alors, faut moduler ce que je dis, hein, n'engendre pas forcément le fait de dégrader l'aspect patrimonial. Ce que j'entends, c'est que on peut isoler des choses par l'extérieur, notamment par exemple les façades qui ne sont pas visibles ou des façades qui sont traitées euh, différemment. J'entends par exemple, vous allez avoir parfois des bâtiments où vous allez avoir des façades sur rue qui sont là esthétiquement très très jolies avec donc une qualité patrimoniale importante et par exemple des pignons où on va avoir du remplissage un peu tout venant ou des briques anciennes, peut-être pas forcément très jolies, qui avaient déjà été enduites à la base avec un enduit respirant. Et donc, en fait, on va pas forcément avoir la même stratégie sur chaque type de façade. Donc, d'où l'importance du diagnostic, de repérer donc les façades sur lesquelles on va pouvoir intervenir par l'extérieur et les façades sur lesquelles on ne va pas intervenir par l'extérieur pour la préservation du patrimoine. Voilà. Et après, ben, l'isolation par l'intérieur, effectivement, va engendrer potentiellement, alors sur l'inertie, oui, va engendrer aussi d'autres problématiques. Par exemple, vous avez des bâtiments anciens avec des pièces qui sont déjà très petites. Si on vient encore isoler par l'intérieur et enlever peut-être 25-30 cm de mur, bah voilà, ça nous crée des pièces qui sont très petites. Et donc, du coup, là, va falloir aussi réfléchir à est-ce que je fais vraiment un travail d'isolation thermique ou est-ce que j'apporte une correction thermique, donc qui est un peu moins importante, mais du coup, où je vais pouvoir ben, préserver à la fois ma qualité patrimoniale et mes usages, c'est-à-dire avoir une pièce qui est peut-être avec des dimensions intéressantes. C'est un équilibre à trouver. Et on ne peut pas tout faire sur chaque bâtiment, malheureusement. Sinon, ce serait trop facile. Ah, je vois qu'il y a du coup, vous avez ajouté donc une nouvelle vidéo sur l'isolation d'une toiture. C'est vrai que donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne YouTube qui a été créée, qui permet voilà d'avoir pas mal d'informations. C'est vraiment très bien expliqué et bien illustré sur bah, voilà comment on traite les pathologies, comment on va aller isoler une toiture, comment enfin voilà il y a pas mal de choses. Vraiment c'est assez intéressant. oui, peut-être pour revenir sur l'ITI, effectivement, pour répondre à la petitesse des surfaces, il est vrai que la correction thermique présente de nombreux avantages, puisqu'avec quelques centimètres, vous supprimez ou diminuez fortement l'effet paroi froide. Et comme Elodie l'a indiqué en introduction, le confort thermique, la température ressentie par le corps, Mm, eh bien, est la moyenne de la température opérative de l'air et celle des parois. mm. Ainsi, en apportant cette correction thermique, vous augmentez conséquemment le confort thermique et donc potentiellement, vous n'avez pas d'action sur la consigne de température pour augmenter la température de l'air et retrouver cet équilibre et ce confort thermique. Effectivement. Par- On a une dernière question, alors je sais pas si... ou deux dernières questions. oui. Alors peut-être plutôt pour Envirobat Centre, je sais pas, sur trouver des ressources techniques pour voilà, la mise en œuvre de pratiques, donc maçonnerie en terre ou autre. Oui, Alors est-ce alors que... en ce qui concerne la chaux notamment, on renvoie souvent aux fabricants finalement de cette chaux. Alors, je ne vais pas le citer, mais il y en a un qui est très célèbre en France et qui, de toute façon, a tout intérêt à voir ses produits mis en œuvre dans la rénovation du bâti ancien. Et dans cette mesure, il est de très bons conseils.
quant à quel type de show appliquer, où et dans quelles conditions. Euh, voilà, donc vous pouvez vous tourner vers notamment les fabricants en ce qui concerne la chaux. Euh, Sur l'autre question, comment gérer le retrait-gonflement des argiles au niveau des murs et des sols, nous avons, avec le CEREMA, réalisé un webinaire sur ce sujet qui était d'ailleurs Mm. fort suivi et très intéressant et qui, malheureusement, suite à un bug, n'a pas pu être mis en ligne sur notre chaîne YouTube. On le regrette amèrement. Voilà ce que je peux en dire très rapidement. Comment gérer le retrait des gonflements et les argiles au niveau des murs et des sols. Alors, il y a le correctif et le préventif. La présence de végétation à proximité du bâti a son influence. Et pour les aspects correctifs, pour ne pas dire de bêtises, je vous renvoie à l'expertise du CEREMA sur ces sujets. Euh, Oui, alors malheureusement, c'est pas mon sujet de prédilection, non, mais non, oui, effectivement, il y a la question de la végétalisation, c'est déjà alors si on a des arbres, en tout cas, c'est les racines surtout qui posent problème, éviter d'en avoir qui sont trop proches des bâtiments, ou alors des arbres plus petits qui ont des racines plus petites aux proches des bâtiments, parce que c'est eux qui vont avoir un petit peu une influence sur le fait enfin, voilà, de ces asséché ou mouvements de d'irriter. terre, de cette rétractation, pardon, et de ce gonflement des argiles. La gestion de l'eau autour de la maison, voilà, le fait de... Alors c'est là où c'est un petit peu problématique, c'est que normalement on demande d'avoir un truc un petit peu imperméabilisé qui va pas forcément avec le bâti ancien. Donc voilà, je vous invite peut-être à aller voir le webinaire de mon collègue qui est un peu plus spécialiste là-dessus, qu'on vous dise pas de bêtises sur le sujet. Je ne vois plus de questions. Non. Et l'heure de la fin approche, ce qui tombe plutôt très bien en termes de timing. Oui. Euh, voilà, on est encore désolé de ne pas avoir pu diffuser dans de bonnes conditions les vidéos, mais on vous a laissé tous les liens. Et sauf bug technique, donc ce webinaire sera bien mis en ligne dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube dans la playlist Nos webinaires. Et encore une fois, nos excuses pour ce webinaire RGA animé par le CEREMA qui n'a pu être conservé. Voilà, ben merci à tous et puis eh ben, Merci à bonne tous. journée à vous. Merci à vous, Elodie. Bonne journée Merci et à beaucoup. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.